Bon après-midi tout le monde. Merci à toutes et tous de suivre toujours cette discussion Zoom du secteur Vivre ensemble du Centre Justice et Foi. Alors, c'est notre troisième initiative. Vous avez sans doute vu les deux premières avec la géographe Bouchra Manaï et le théoricien du postcolonialisme Achille Mbembe. Aujourd'hui, on va revenir sur une thématique qui est un petit peu prévalue dans les médias à la faveur de cette pandémie de COVID-19. C'est la question du racisme et des préjugés tels que les ont vécu les personnes dites asiatiques ou chinoises. Donc, on aura tous et toutes remarqué que la propagation de la pandémie de COVID-19 à l'échelle mondiale, c'est quelque chose qui a mis au jour quelque chose comme un racisme vis-à-vis des personnes asiatiques, mais bon, on peut dire chinois, on peut dire asiatique, la discussion va nous aider à cheminer là-dessus. Si les propos et les gestes anti-asiatiques dans les pays occidentaux proviennent en partie de ce qu'on pourrait appeler le vieux fantasme du péril jaune, on peut dire que l'hostilité à l'égard des populations chinoises un peu partout, c'est aussi un phénomène qui est relativement récent et qui a des dimensions géopolitiques et qui renvoie donc à la façon dont les élites médiatiques et dominantes essaye de poser en bouc émissaire la domination politique chinoise. Que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, on peut voir que l'immigration asiatique également, elle continue à être présentée comme une minorité modèle, c'est-à-dire comme une minorité bien intégrée, qui serait finalement en meilleure posture que d'autres minorités dans nos pays qui seraient issues du tiers-monde. Donc, on présente un peu les Chinois ou les Asiatiques comme un modèle, puis ça a tendance à disqualifier d'autres figures minoritaires issues des pays du tiers-monde. On percevait et présentait les Asiatiques comme une minorité qui réussit économiquement, qui progresse bien à l'échelle sociale à travers les générations. Ça, c'est le schéma dominant. Donc, il faut quand même dire que cette étiquette de minorité modèle a, selon nous, des effets pervers, notamment dans la production d'attentes sociales trop élevées et caricaturales pour les enfants asiatiques, parce que beaucoup d'entre eux vont grandir avec l'idée selon laquelle il n'y aurait qu'une seule façon d'être asiatique. Et d'autre part, l'impression qu'ils s'en sortent mieux que d'autres figures minoritaires s'attend à occulter finalement la singularité de leur expérience justement de discrimination et de racisme. Aujourd'hui, au Québec et ailleurs dans le monde, on voit que le mouvement de lutte au racisme commence à faire place aux personnes asiatiques et chinoises. Ça leur permet d'exprimer finalement la particularité des actes de discrimination et de préjugés qu'ils vivent. Ça commence également à être rapporté dans les journaux au Québec. Le Devoir y a consacré quelques textes, mais aussi la presse. Et donc, c'est de tout ça que nous souhaitons discuter cet après-midi pendant une vingtaine de minutes avec le travailleur communautaire Parker Ma, que nous remercions vivement, Élodie et moi, pour avoir accepté notre invitation. Parker Ma, je viens de te présenter sommairement comme travailleur communautaire. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît, on a déjà collaboré. Ce n'est pas par fausse familiarité. Peut-être une première question, Parker, si tu pouvais te présenter en une minute pour que les gens en sachent un peu plus sur toi. Oui, alors merci tout d'abord de l'invitation. Moi, c'est Parker Ma et je suis Canadien d'origine chinoise de quatrième génération, musicien, DJ également, pigiste multimédia. Je travaille dans le secteur communautaire depuis à peu près 10 ans. Toujours, et je m'implique également dans des causes et des mouvements pour la justice sociale. J'ai effectivement participé dans un documentaire en 2013 qui m'a valu un peu de notoriété, donc qui s'appelle Être chinois au Québec, qui parle justement de la condition et l'identité évoluante des Chinois, des Québécois d'origine chinoise habitant ici. Voilà, je m'implique aussi au sein des mouvements antiracistes et anticolonialistes depuis un certain moment également. Alors, pour débuter la discussion, Parker, nous ne savons pas beaucoup de choses de la Chine et des Chinois qui vivent ici, en dehors des représentations stéréotypées que nous en donne le cinéma, l'image de la Chine comme manufacture du capitalisme mondialisé. On présente un peu les Chinois comme des geeks, comme des bons travailleurs qui font de longues heures. C'est la caricature du Chinois de dépanneur. François Legault disait il y a quelques années que le type d'immigration qu'il préférait, c'était les Chinois parce qu'ils ce sont des bons travailleurs.
Juste brièvement, Parker, à partir de ton expérience, de tes observations, de la richesse de ce que tu sais d'être de tes concitoyens, comment on peut avoir un portrait plus près de ce que sont ces personnes pour le Québécois mainstream et pour les gens qui sont un peu les auditeurs du secteur Vivre Ensemble, pour qu'ils aient quelques clés de compréhension pour connaître un peu mieux qui sont ces personnes d'origine chinoise qui vivent chez nous au Québec. Ben, elle est là la question, hein, parce que la question est vraiment comment avoir un portrait plus près de ces personnes, mais pour qui? Car on est là, hein, on est là depuis des générations. Dans mon cas, je suis de 4e génération, je suis né au Canada. Et à un certain moment, on en a marre de lutter constamment contre des images stéréotypées de nous-mêmes qui, pour être honnête, sont juste démodées. Certes, il existe des Chinois qui sont calés en informatique, des geeks, mais il y a des Québécois qui le sont aussi. Donc, pourtant, ce n'est pas quelque chose qui va aller définir leur identité. Il existe, et depuis longtemps, des Chinois et des Asiatiques qui œuvrent dans tous les domaines, qui sont sportifs, qui sont politiquement engagés, qui sont artistes, qui sont journalistes. On n'est pas que des propriétaires de dépanneurs, qui est d'ailleurs un métier très noble. Hein? C'est pas pour dire que mes parents, mes grands-parents des deux côtés de ma famille ont tenu les dépanneurs dans les années 70, 60, 70, 80. Donc, on n'est pas que ça. C'est en partie pour démontrer la diversité de la communauté chinoise. C'était un des objectifs du documentaire Être chinois au Québec, comme je disais, qui a apparu en 2013. On est parti, moi et Bethanior, ma co-animatrice, à travers le Québec à la recherche de personnes d'origine chinoise de toutes sortes et à vraiment leur demander, leur poser la question comment toi tu veux être perçu, comment toi tu veux t'exprimer au sein de cette société. Mais on est rendu là. Je crois la communauté chinoise de la diaspora est une entité monolithique et homogène qui est amplifiée. Cette perception est amplifiée par une représentation médiatique, pour ne pas dire pitoyable, et qui en quelque sorte est réclamée par les différents acteurs dans le conflit géopolitique qui sévit actuellement. Cette idée que la communauté chinoise de la diaspora est une entité homogène, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, c'est d'une paresse et aussi d'une ignorance, dans un certain sens, de ne pas aller à la rencontre des Chinois et Chinoises résidentes du quartier avec l'esprit ouvert. Voilà. Dans ce que vous venez de nous brosser comme image par cœur, on a aussi l'image des personnes asiatiques en général, mais on ne sait pas, comme Mouloud disait, on ne sait pas beaucoup. On a toujours cette image de geeks ou de pharmaciens. Si on abordait, par exemple, le niveau, la dimension géopolitique, vous en avez un peu effleuré tantôt, y a-t-il, à vos yeux, justement, au niveau de cette dimension géopolitique en cause dans le regard occidental sur les personnes chinoises vivant au Québec? Oui, mais certainement. On pourrait dire qu'il y a une dimension géopolitique en cause dans tout ce que l'Occident regarde, n'est-ce pas? On est témoin d'énormes tensions en ce moment entre les deux pays, ces deux puissances. Dans la mémoire récente, je ne peux que citer l'affaire Huawei, la suspension d'importation de viande canadienne, la polémique par rapport à l'achat des terres agricoles par des Chinois. Donc, la pandémie arrive dans un climat chargé de frictions politiques qui n'a pas aidé. Ajoute à ça l'étiquetage du coronavirus comme virus chinois par Donald Trump et son insistance là-dessus. Les États-Unis qui accusent la Chine d'avoir développé le virus en laboratoire, la Chine qui riposte avec des accusations similaires. Donc, c'est du théâtre, franchement, qui a été repris et amplifié dans les médias de masse, surtout de droite. La Chine est un ennemi, une menace facile à pointer du doigt, beaucoup d'émissaires dont parlait Mouloud tantôt, qui tentent de dissimuler les manquements et les erreurs du gouvernement ici. Donc, non seulement ça, on est en train de voir une appropriation de cette rhétorique pour renforcer
et justifier la guerre commerciale contre la Chine, qui menace cette hégémonie des États-Unis dans l'ordre international, n'est-ce pas? Donc, ça revient aux ressources, à une question de ressources, à une question de capitalisme. Ce sont deux pays imbibés d'un capitalisme effréné et là, on voit l'altérisation des populations perçues comme différentes, comme les Chinois. Aujourd'hui, c'est la saveur du jour, hein, mais hier, c'était des musulmanes, avant ça, c'était des noirs, et ainsi de suite. Tout ce qui sert, dans le fond, à leur rhétorique. Et l'instrumentalisation des populations vues comme semblables, dont des ouvriers blancs, des électeurs, et ainsi de suite. Oui, merci Parker. Alors peut-être si tu pourrais nous parler un peu de la manière dont toi et tes concitoyens aviez composé avec les représentations et les discours qui qualifiaient la COVID-19 de virus chinois. Comment est-ce que ces préjugés se manifestaient de façon concrète dans le vécu quotidien des personnes et comment vous avez dealé avec ça, si vous me permettez, si je peux employer cette expression? Oui, mais si ce n'était que des représentations et des discours, on s'en serait mieux tiré. Malheureusement, ça va beaucoup au-delà de ça. Ce qu'on vit actuellement, et puis on lit là-dessus beaucoup aussi dans les articles, dans les journaux, selon les articles et selon les différentes instances organisationnelles qui font le travail peu agréable de récolter, compter, catégoriser les incidents racistes en ligne, dont il y en a plusieurs. Le CRAR le fait, ainsi que le CCNC, et il y en a d'autres. Mais il y a des personnes asiatiques et des personnes perçues aussi comme asiatiques qui ne le sont pas, qui ont été crachées dessus, qui ont été harcelées, qui ont été poignardées, agressées verbalement, physiquement, de tout âge, d'un jeune enfant sur le terrain de jeu jusqu'à un monsieur dans la octogénaire qui a été poussé par terre. Donc, majoritairement, ce sont des femmes, malheureusement aussi. Les incidents continuent et ils risquent d'augmenter après les déconfinements qu'on est en train d'expérimenter en ce moment. Donc, dans un tel contexte, le spectre du péril jaune est évoqué comme tu parlais, comme tu disais, Mouloud, cet fantasme, je crois que c'est ça le mot que tu as employé, le fantasme du péril jaune. Il faut dire que la connexion entre les pandémies et la xénophobie est une qui existe déjà depuis des lustres. Au départ, c'était les Irlandais qui étaient blâmés, qui avaient été blâmés pour la pandémie du choléra, ensuite les Italiens pour le polio, les Afro-Américains, les Juifs pour la tuberculose et les Chinois pour la variole, car on n'en est pas à notre première pandémie. Jusqu'à SRAS en 2003. Donc voilà, il y a 150 ans, ce sont les mêmes rumeurs qui se répandent, remettant en question les habitudes alimentaires, l'hygiène des Chinois, des populations chinoises. Et cette fois-là aussi, il y a eu des violences. Ça, c'était il y a 150 ans, imagine-toi. Donc, ça se vit avec beaucoup de traumas, beaucoup de blessures. Mais heureusement, beaucoup de solidarité aussi et beaucoup de résilience, je pense. Il y a eu plusieurs initiatives, dont des groupes d'entraide, des groupes d'accompagnement mutuel pour justement des personnes qui se sentaient ciblées, des initiatives comme les organisations que j'ai mentionnées qui font le travail de répertorier ces incidents. Donc, voilà, il y a eu du bon comme du mal, mais c'est sûr que ce n'est pas tout beau comme on pourrait s'attendre dans un tel contexte de pandémie où la solidarité entre êtres humains est, on dirait, d'évidence. Voilà, on gère ça aussi bien que mal. Et justement, dans ces incidents envers les personnes asiatiques qui témoignent quand même d'une montée
d'un racisme, de la xénophobie, en fait, un concept en plus qui est abordé dans des travaux qu'on voit émerger dans certaines analyses et tout. Quelles sont vos impressions par rapport à ces concepts-là et qu'est-ce que ça pourrait dire, ça pourrait traduire comme, dans un contexte comme celui du Québec? Ben, je ne suis pas analyste politique, mais oui, je pense qu'on pourrait parler effectivement d'une xénophobie. Ce n'est pas... Je n'aime pas comparer, hein, je n'aime pas comparer, mais je n'ai pas rendu encore au niveau de l'islamophobie, par exemple, où on va voir carrément des restrictions contre des vols en provenance de certains pays, mais ça pourrait se rendre là, effectivement, ça pourrait se rendre là. J'écarte pas la possibilité. Il y a toujours, je dirais que moi, je suis né à Vancouver et j'habite au Québec depuis 2007, donc quand même à 13 ans. Ce que je dirais que la différence au Québec, c'est que c'est un racisme sournois. C'est un racisme, c'est un peu le loup en costume d'agneau. C'est parce que on habite au Canada, on habite au Québec, dans un lieu qui est supposément fondé sur des valeurs progressistes. Le racisme est dissimulé dans des commentaires un peu déplacés, dans ces politiques bon, peu subtiles si on parle de la loi 21, mais ce n'est pas ouvertement exprimé comme je l'ai vécu dans d'autres localités. C'est toujours justifié sur un autre compte. Donc, c'est ça un peu le danger, je crois, au Québec particulièrement. C'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'admission de la part des autorités de l'existence du racisme systémique, de l'existence d'un racisme qui est répandu, qui est présent, qui affecte quotidiennement la vie des gens. Donc, voilà, je ne pourrais pas me prononcer sur qu'est-ce qui pourrait se dresser dans le futur, mais oui, on pourrait voir éventuellement des interdictions sur des vols en provenance de la Chine, Oui. Donc, mais je ne peux pas aller là, mais oui, ça pourrait... ouais. C'est une possibilité. Une possibilité le travail du secteur Vivre Ensemble va continuer à suivre cette question. On va essayer de documenter ça avec des données. Qu'est-ce que disent les données sur le plan socio-économique? Qu'est-ce que disent les enquêtes qui sont faites par les spécialistes sur la question? On va suivre. Donc, c'était juste une façon d'aborder ça pour la première fois, à la fois pour nos lecteurs et pour les personnes qui suivent un peu notre travail. Peut-être l'avant-dernière question par cœur, c'est comment faire valoir quelque chose comme un autre récit historique sur les personnes d'origine chinoise dans notre société, un récit historique qui puisse justement faire écho aux luttes contemporaines pour la justice, pour l'égalité citoyenne. Comment vous comptez vous inscrire là-dedans, vous, les Chinois qui intervenaient dans l'actualité politique québécoise, pour que la réalité de votre passé soit insérée dans la mémoire historique globale et collective, et puis l'histoire des ouvriers chinois comme faisant partie de l'histoire du prolétariat canadien dans son ensemble, quoi. Donc, votre récit historique comme partie intégrante de notre récit pour la justice, pour l'égalité. Qu'est-ce que vous voyez comme filon? Comment est-ce que vous travaillez pour que cela soit rendu possible? C'est une très bonne question, Mouloud. J'aime beaucoup cette question-là parce que présentement, je crois que la communauté chinoise de la diaspora sont en train de se faire ensevelir par cette espèce de narratif qui a été à la fois imposé par une mentalité de suprématie blanche et à la fois créé par une internalisation de cette mentalité par les communautés chinoises. Donc, on crée nous-mêmes une espèce de narratif qui efface le récit historique dont tu parlais.
Je ne suis pas historien d'occupation, mais je connais l'histoire de ma famille avec la même rigueur. Il faut qu'on se rappelle que malgré le statut, ou peut-être je dirais même la perception de statut bien intégré, minorité modèle, qu'il y a une longue histoire de lutte et de souffrance contre l'oppression à tout niveau, local jusqu'à systémique. Moi-même, mon arrière-grand-père l'a vécu, mon grand-père l'a vécu, mon père l'a vécu, à tous les niveaux. Donc, il y a eu des luttes, il y a eu des oppressions contre lesquelles la communauté chinoise a lutté pour arriver jusqu'à ici. Beaucoup oublient ça. Ils oublient que la taxe d'entrée de $500 canadiens a été imposée en 1903 pour empêcher les Chinois de rentrer dans le pays, qui est effectivement l'équivalent de 2 ans de salaire, si tu peux imaginer, dans les dollars d'aujourd'hui. Après la loi d'exclusion en 1923 qui a effectivement complètement arrêté toute immigration chinoise spécifiquement. C'est la seule loi qui a été qui visait un groupe ethnique, pardon, un groupe ethnique particulier. On n'a pas parlé des restrictions sociales, financières, politiques. Les Chinois ne pouvaient pas acheter des lots à l'extérieur du quartier chinois. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se tenaient dans leur quartier, parce qu'ils n'étaient pas permis d'aller à l'extérieur et aller construire une maison, par exemple. Ils ne pouvaient pas voter. Ils ne pouvaient pas être membres d'un ordre professionnel comme médecin ou autre pharmacien. Il y a une longue tradition de lutte solidaire pour la justice et l'égalité. Et pour ne citer que 2 exemples, aux États-Unis, il y a l'agression de la brutalité policière qui a vécu Peter Yu à New York dans les années 70. Il y a aussi le meurtre de Vincent Chin à Detroit par 2 ouvriers blancs qui ont agi d'une colère contre une menace japonaise dont l'importation de leur auto est en train de menacer leur industrie automobile, qui a été carrément abattue en public. Et donc, ces 2 incidents-là ont galvanisé la communauté chinoise aux États-Unis pour se manifester, protester contre non seulement la brutalité policière, mais pour des droits et l'égalité, pour la justice financière, pour la syndicalisation de leur entreprise, et ainsi de suite. Et ça, côte à côte avec des Noirs, avec des Latinos qui étaient dans la même situation. Donc, il ne faut pas oublier ça. Pour qu'on ait les privilèges et les statuts qu'on a maintenant, et je dis perçus, parce qu'il ne suffit qu'être dans une pandémie pour fragiliser tout ça. Je pense qu'il y a eu une complaisance de la part de la plus jeune génération qui sont naturalisés et qui ont grandi ici en pensant qu'être sur pied égal avec des Blancs à tous les niveaux, ce n'est pas vrai. On habite dans une société fondée sur une suprématie blanche, pas blanche et asiatique, mais blanche. Hein? Il y a des Asiatiques qui se sont fait duper, qui ont cru à ça, qui l'ont internalisé et maintenant qui voient l'autre face de ça. Donc, il ne faut pas se croire sorti du bois. Et donc, c'est très bien de ramener ce récit historique des luttes et de se dire qu'il faut continuer de lutter. Merci, Parker, justement, de nous resituer dans un narratif de lutte chinoise ou asiatique dont on entend souvent peu parler et de toutes les discriminations, même des gens qui ont perdu la vie et que le public gagnerait à connaître. Et dans cette optique-là, mais pour faire avancer justement les milieux sur des questions de discrimination, de préjugés, quels moyens justement, d'après vous, on peut se donner pour cela en fait? Oui, ce n'est pas facile. On parle de démanteler le racisme systémique, mais il faut, si je dois parler à un niveau personnel, il faut d'abord agir. Ça peut paraître simpliste de dire ça, mais
un problème que je peux constater est une certaine apathie, je dirais, face aux enjeux et aux incidents donc, qui sont d'actualité en ce moment. Les gens disent, ben, je ne suis pas asiatique, donc, ou bien je ne suis pas raciste et ça ne me concerne pas. Ou même les Asiatiques qui pourront dire, je n'ai moi-même pas personnellement vécu du racisme, donc les incidents dont on parle ce sont des incidents isolés ailleurs de chez moi. Donc, c'est dangereux de penser comme ça, vraiment. Ça nous concerne tous et toutes. Et d'ailleurs, cela peut paraître paradoxal, mais une façon qu'on peut lutter contre ces discriminations contre nous, c'est effectivement d'admettre qu'il y a un problème aussi de racisme dans la communauté asiatique, surtout de racisme anti-noir et d'anti-autochtone. C'est une réalité. C'est une réalité et ça revient à ce que je disais avant par rapport à l'internalisation de cette culture de suprématie blanche que beaucoup de membres de la diaspora ont subi, peut-être de façon inconsciente. Et avec ça vient cette mentalité de supériorité qui résulte dans un racisme anti-noir. Donc, il faut qu'on parle entre nous, il faut qu'on parle à nos enfants, il faut qu'on parle à nos aînés, à nos parents, pour justement décortiquer ce sujet et rester en solidarité avec les luttes contre les oppressions de tous les peuples marginalisés, tous les peuples racisés qui subissent à des différents niveaux, à des différentes intensités du racisme, de l'oppression et de la discrimination. Voilà, je conseille à des gens qui sont soit victimes ou qui témoignent d'un incident de racisme d'intervenir s'ils se sentent à l'aise, de rapporter l'incident auprès des organisations que j'ai mentionnées, dont covidracisme.com, il y a act2endracism.com, il y a l'ECRA aussi à Montréal qui font aussi un excellent travail. Donc, voilà, c'est structurel, c'est systémique, mais voilà, ça passe vraiment par la sensibilisation auprès de nos communautés et la solidarité avec les autres, car on n'est pas les seuls. Merci beaucoup, Parker. Je voulais juste dire à ceux et celles qui veulent en savoir plus sur ton documentaire, une des choses par lesquelles ils peuvent commencer, c'est de lire peut-être l'entretien que tu nous avais accordé en 2014 et qu'ils peuvent trouver sur le site du webzine Vivre ensemble du Centre Justice et Foi. Être chinois au Québec. Donc, ils ont juste à taper Vivre ensemble, être chinois au Québec, ils peuvent le retrouver. Merci infiniment. Donc, je te laisse au bon soin de ma collègue Élodie pour la conclusion. Merci encore. Merci, merci beaucoup Parker pour ce point de vue que tu nous as fait, que tu nous as donné, qui nous fait réfléchir aussi sur ce racisme ordinaire, ce racisme caché que vivent des concitoyens et concitoyennes asiatiques. Et ce racisme qui n'est peut-être pas encore à la hauteur de ce que vivent les concitoyens et concitoyennes musulmanes et qui ont même des lois pour justement les faire, les gérer et les amener à avoir d'autres comportements. Merci beaucoup de ta disponibilité et de ta générosité aussi. Donc, merci et puis à très bientôt pour une autre collaboration. Merci beaucoup de l'invitation et merci beaucoup pour ce travail que vous faites qui est tellement important et dans cette période qu'on vit actuellement.